En janvier 2004, Maria Lopez, une femme de 74 ans, va être retrouvée morte à son domicile, étendue sur le lit avec un crucifix dans la main droite et le visage du pape sur son visage. Derrière ce crime horrible se cache un certain Mounir Ait Mengele. Pour tout savoir sur cette triste et sordide histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire vraiment très difficile, je trouve. C'est, je pense, une des pires histoires qui m'a été donnée de traiter pour le moment. Enfin, vraiment. Après, ça reste personnel, mais vraiment, elle m'a énormément choquée. Donc, voilà, juste faites attention à vous, parce que c'est une histoire très choquante. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quand on arrivera à 5000 abonnés, je ferai de nouveau une semaine entière avec une vidéo par jour. Voilà, moi j'ai très hâte qu'on y arrive pour refaire cette semaine comme j'avais fait pour les 1000 abonnés. J'espère que ça vous plaira. Et puis aussi n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon YouTube si vous en avez envie, vous pouvez faire des dons pour la chaîne. Et voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Alors nous allons commencer cette histoire en nous plongeant directement dans le jour de la découverte du corps. Nous sommes donc le 15 janvier 2004 à Aubervilliers en France. Ce jour-là, Cristina Lopez doit aller au travail. Elle a une petite fille et donc elle doit aller la déposer à sa maman qui s'appelle Maria Lopez. Donc Maria va garder sa petite fille jusqu'à ce que Cristina ait fini son travail. Donc là il est à peu près 8h30 quand Cristina se met en route. Dans la voiture, elle va essayer d'appeler sa mère qui ne va pas répondre. Bon, elle s'inquiète pas trop, c'était juste pour voir si elle était bien réveillée. Mais bon, peut-être qu'elle est dans sa douche, etc. Donc, Cristina ne s'inquiète même pas du tout. Elle arrive donc au 172 rue Carman à Aubervilliers, là où habite sa maman. Là, en arrivant dans le bâtiment, sur le palier, elle va découvrir la première chose étrange. En fait, il y a un mot collé qui lui est dessiné et qui dit « Ma chérie, je ne pourrai pas te garder ta fille aujourd'hui, je t'aime ». Christina va vraiment trouver ça étrange, surtout qu'elle va directement se rendre compte que l'écriture n'est pas celle de sa maman. Et donc là, Christina commence à sérieusement s'inquiéter. Là, Christina va se rendre devant la porte de sa maman, elle va toquer, elle va sonner encore et encore, et il n'y a strictement rien qui se passe, personne ne vient lui ouvrir. Par contre, il va vraiment se passer quelque chose qui va vraiment faire peur à Christina. En fait, chez sa maman, il y a comme du plancher qui grince. Et pendant qu'il est en train de toquer et de sonner, elle entend derrière la porte comme si quelqu'un marchait, mais très doucement, des tout petits craques. Vraiment, c'est quelqu'un qui serait en train de marcher en toute discrétion. Et là, Christina va se dire, il y a quelqu'un, mais cette personne ne veut vraiment pas qu'on sache qu'elle est là. Et elle marche sans faire de bruit, mais Christina l'entend. Mais là, la voisine du dessus de sa maman va descendre parce qu'elle entend Christina toquer, sonner à répétition, donc elle se demande ce qui se passe. Christina va lui demander si elle n'a pas vu ou entendu quelque chose. Et la voisine va dire que pendant la nuit, elle a entendu Maria crier. Elle dit que voilà, c'était juste une ou deux fois et qu'après il n'y a plus eu de bruit, donc elle ne s'est pas plus que ça inquiétée et elle ne sait pas en dire plus. Mais là, vu les circonstances, c'est vraiment très inquiétant. Christina, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre son téléphone et directement appeler la police. Mais avant que la police arrive, la porte de chez sa maman va enfin s'ouvrir. Et là, devant elle, c'est pas sa maman, mais c'est un homme qui semble vraiment se réveiller. Il a encore des petits yeux, il a vraiment l'air de sortir du lit. Et cet homme-là, Christina va directement le reconnaître. Il est assez connu dans le voisinage parce que c'est le fils de l'ancien propriétaire de l'immeuble. L'homme s'appelle Mounir Ait Mengele et il va pas réussir à retenir Christina qui va directement rentrer dans l'appartement et qui va crier. Elle va demander où est sa maman, qu'est-ce qui se passe. Et là, Christina va prendre le temps d'observer un petit peu l'appartement et elle va se rendre compte que c'est vraiment en bazar. Enfin, c'est pas simplement des choses qui traînent, c'est vraiment tout est renversé, c'est vraiment pas normal. Sa maman n'est pas comme ça. Il y a des portes d'armoire ouvertes et tout ce qu'il y a dans l'armoire est mis par terre. Enfin, vraiment, quelque chose ne va vraiment pas. Donc là, Christina, elle cherche toujours sa maman et elle va se diriger vers la chambre. Pendant que Christina se dirige vers la chambre, en fait, il y a Mounir devant elle qui avance à reculons et qui lui dit non, ne rentre pas, ne rentre pas. Christina, elle est déterminée à aller dans la chambre, donc elle va y aller. Elle va arriver, tout est noir, donc elle allume la lampe.
Et là, elle va vraiment se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc là, quand elle va allumer la lumière, Christina va se rendre compte que la chambre est elle aussi totalement en désordre, autant que le reste de l'appartement. Et aussi dans la chambre, elle va se rendre compte qu'il y a une très très forte odeur d'encens. Et puis elle va regarder le lit, et là elle va voir sa maman allongée mais en travers du lit, avec une couverture qui la recouvre mais que le haut du corps, et il y a ses jambes qui dépassent et ses jambes sont nues. Christina va aussi voir que sur les jambes nues de sa maman, il y a des écritures, mais elle va pas vraiment avoir le temps de les lire. Elle va vraiment vouloir enlever le drap qui recouvre sa maman pour pouvoir voir son visage. Et là, elle va se jeter sur le drap, mais à ce moment-là, Mounir va l'attraper vraiment par derrière et il va l'attraper au cou et l'étrangler. Là, Christina va vraiment avoir un réflexe, elle va se sentir vraiment en danger et elle va mordre la main de Mounir qui lui recouvrait la bouche. Elle va lui mordre la main, donc Mounir va directement enlever sa main, elle va courir sur le palier, elle va commencer à crier, appeler à l'aide, et là tous les voisins vont arriver et ils vont tous se retrouver sur le palier. Une fois sur le palier, Christina elle crie, elle demande qu'est-ce qui se passe avec sa maman, qu'est-ce qui est arrivé, elle comprend pas. Et là d'un coup, c'est vrai qu'elle l'avait un peu oublié parce que voilà, il y avait eu tous les événements, mais elle se rappelle que sa fille de 2 ans est là. Et une fois qu'elle a sa fille dans les bras, elle va continuer de crier. Mais là, Mounir va avoir un comportement extrêmement étrange. Il va pas s'enfuir, il va rester là et il va essayer de rassurer Christina ainsi que toutes les autres personnes sur le palier. Mais Christina, elle sait que c'est lui l'assassin. Il sait que c'est lui qui a tué sa maman. D'ailleurs, Mounir va dire « Je suis désolée, mais ta maman est décédée » en essayant de la rassurer, en essayant de lui expliquer ce qui se passe. Et là, Christina, elle va se dire que cet homme est extrêmement malsain, que c'est pas normal, qu'il a un comportement vraiment étrange. Et là, elle va continuer à crier, elle va continuer à crier sur l'homme. Elle va donc crier sur Mounir qui doit pas bouger, que la police va arriver. Et là, Mounir, il va juste s'asseoir sur les escaliers, il va attendre. Et là, ça va vraiment être une scène étrange. On a Christina, sa fille, tous les voisins sur le palier et Mounir assis, la porte de chez Maria ouverte. Et juste, tout le monde attend la police. La police va arriver finalement à 9h20. La première chose qu'ils vont faire, c'est menotter Mounir et ils vont le mettre dans un appartement vide le temps qu'il regarde la scène de crime. Donc là, on a les policiers, des experts qui vont relever l'ADN et le médecin légiste qui vont rentrer dans l'appartement. Ils vont tous être choqués dans un premier temps parce que vraiment la scène de crime est digne d'un film d'horreur. Et ce qu'ils vont relever va vraiment leur glacer le sang. D'abord, ils vont observer que la victime est sur le dos, qu'elle est partiellement déshabillée, qu'il y a plusieurs écritures sur ses jambes qui ont été faites avec un cutter. Sa jambe droite a comme été sectionnée. En fait, elle tient toujours au reste de son corps. Mais on a vraiment l'impression que Mounir a essayé de lui couper la jambe et qu'il n'a pas réussi. On y reviendra plus tard à cette jambe presque coupée parce qu'elle sera assez importante. Mais pour le moment, on se dit juste qu'il a peut-être essayé de la démembrer, mais qu'il s'est résigné en se disant qu'il n'y arriverait pas. Là, les policiers vont aussi se rendre compte qu'il y a une mise en scène vraiment malsaine dans la chambre. On va retrouver dans la main de la victime un crucifix retourné. Il y a aussi donc sur le visage de la victime une photo du pape retournée elle aussi. Et vraiment une chose horrible et très malsaine, c'est pour cacher les parties intimes de Maria, donc qui était déshabillée en tout cas du bas. Le meurtrier a pris une photo de Christina, sa fille, une photo où Christina était assez jeune, et l'a posée sur son entrejambe. On va aussi retrouver un chapelet sur le corps de la victime, tout étendu, et on va très vite se rendre compte que les inscriptions sur le corps de la victime sont des inscriptions religieuses. Alors, les policiers ne sauront pas les traduire directement, elles sont écrites en plusieurs langues, et en plus, ils savent pas trop si c'est des inscriptions sataniques ou pas. Ils veulent savoir, en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est si c'est un crime satanique, si c'est dans une sorte de rituel qu'il a été fait ou non. La police va donc faire appel à un prêtre catholique exorciste, qui va arriver sur la scène de crime, va voir la victime et il va se rendre compte que les écritures sont faites en latin et en grec, un peu un mélange des deux. Et il va se rendre compte que sur la victime, il est écrit « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le prêtre va expliquer que dans l'église catholique, cette phrase est dite juste avant le sacrifice. En fait,
À l'église, par exemple, on l'a dit juste avant que les fidèles mangent l'hostie, donc l'hostie, le corps du Christ. Euh, et donc, ça prouve que c'est vraiment quelque chose qui a été fait dans un but catholique ou en tout cas religieux, c'est un sacrifice et peut-être même que c'est satanique vu la croix renversée, la photo du prêtre à l'envers, donc sans doute que c'était un crime satanique. Donc là en fait on n'a pas vraiment avancé dans l'enquête, on connaît à peu près le meurtrier, on est plus ou moins sûr que c'est Mounir, on sait que c'est un crime satanique mais on ne sait toujours pas quand est-ce que Maria a été tuée, pourquoi exactement elle a été tuée, quel était le lien entre Maria et Mounir, euh, l'heure de la mort, l'arme du crime, tout ça reste très vaste, on ne sait pas, on ne comprend pas en arrivant sur la scène de crime, même si elle est encore là telle quelle, que la scène de crime est très explicite, il y a vraiment beaucoup de questions qui viennent se poser. Alors déjà, le médecin légiste va inspecter le corps et il va se rendre compte que la mort a été donnée par asphyxie. On pense que Maria a été assassinée dans le salon, que le meurtrier aurait ensuite mis son corps dans la chambre, il l'aurait mutilé et puis il aurait tout mis en scène. Bon, c'est quand même assez compliqué de savoir si les mutilations ont été faites avant ou après la mort, mais on pense vraiment que les trois quarts, en tout cas vraiment la majorité des mutilations ont été faites après la mort. Le médecin légiste va aussi révéler une autre dimension à ce crime qui au début était simplement un crime religieux, mais là maintenant ça va aussi être un crime sexuel. On va retrouver par exemple une morsure sur le sein de la victime et on va aussi retrouver dans son côlon un tube de rouge à lèvres et une pile. Même si on a beaucoup d'éléments, ça va être difficile à la police de restituer la chronologie de la soirée et en plus Mounir ne les aide pas du tout parce que jusque-là, même si tout pointe contre lui, il se dit innocent. Avant de se lancer dans l'enquête, je vais vous parler un peu plus de Mounir Ait Mengele. Mounir, c'est un étudiant de 28 ans en droit, il est algérien et c'est le seul de sa famille à être venu vivre en France. Et Mounir, il est assez connu dans le quartier, c'est une personne très gentille avec un très gros charisme et il habite à 10 mètres seulement de l'appartement de Maria, la victime. Donc là, Mounir va être mis en détention provisoire, c'est le suspect principal et l'unique suspect. Et là, la police va l'interroger, il va nier en bloc. Par contre, il va bel et bien dire que la veille au soir, donc le 14 janvier, il avait bel et bien été voir Maria et ils avaient passé la journée ensemble. Il explique aussi avoir été là le matin du 14 janvier parce qu'en fait, la veille au soir, quand il est reparti de chez Maria, elle lui avait dit « Bah écoute, viens demain matin, il y a ma fille Christina qui va arriver pour me donner ma petite fille. Et donc tu pourrais déjeuner avec nous. » Et ce serait pour ça que Mounir serait retourné chez Maria le lendemain matin. Il va aussi expliquer que quand il est arrivé le 15 janvier au matin, la porte de Maria était ouverte, donc il s'était permis d'entrer et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur les lieux du crime et qu'il a accueilli Christina quand elle est arrivée. Cette version des faits, Mounir va la tenir et il ne va jamais revenir dessus. Il va dire qu'il a simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment et que quand il avait quitté Maria le 14 janvier au soir, elle allait très bien et quand il est arrivé le 15 janvier au matin, il avait été choqué, il dira même qu'il a été aussi choqué que sa fille Christina. Bon, là pour commencer à trouver quelques pistes, on va essayer de comprendre pourquoi Mounir s'en est pris à Maria et quel était le lien qui les unissait. Là, c'est Christina, la fille de Maria, qui va nous éclairer. Elle va expliquer que Mounir était un très bon ami de Maria, sa maman, malgré le fait qu'elle avait 72 ans et que Mounir avait 28 ans. En fait, ils discutaient comme des voisins, mais petit à petit, ils s'étaient rapprochés et Maria aimait vraiment beaucoup Mounir. Elle disait qu'elle le considérait un petit peu comme son fils. Et voilà, en fait, Mounir lui manquait jamais de respect, il était gentil avec elle. Et donc, Maria s'était un petit peu laissée approcher alors que c'était une femme à la base assez réservée. En fait, Maria était une femme très méfiante qui faisait rentrer personne chez elle. Et ce qui est fou, c'est que le courant était directement bien passé entre elle et Mounir et elle avait accueilli Mounir chez elle à de multiples reprises et même de plus en plus souvent. Maria avait en fait perdu son mari il y a quelque temps et depuis qu'il était mort, elle était devenue très méfiante, très solitaire et c'est comme ça qu'elle s'était vraiment renfermée chez elle et qu'elle ne parlait plus à personne. Elle était même devenue extrêmement dépressive et la seule personne qu'elle voyait c'était sa fille et après ça a été sa fille et Mounir. Il faut vraiment se rendre compte que même ses voisins ne parlaient plus à Maria, donc c'est dingue de se dire que Mounir, lui, avait réussi à
à avoir sa confiance et pouvoir venir chez elle. On va se rendre compte que Mounir, il a vraiment beaucoup de charisme, comme je le disais, et il avait dit à Maria qu'il avait de très grands diplômes en droit et donc il l'aidait dans ses papiers. Maria avait aussi des problèmes de loyer, il l'aidait dans ses problèmes de loyer. Et donc en fait Mounir était comme devenu un plus dans la vie de Maria et il l'aidait et c'est vrai que plus elle voyait Mounir, plus sa vie paraissait plus simple parce que Mounir prenait beaucoup pour elle et il l'aidait énormément. Bon, par contre, on va apprendre pendant l'enquête que Mounir était peut-être mythomane parce qu'il disait beaucoup de choses et on ne trouvait jamais de preuves. Donc le fait qu'il avait beaucoup de diplômes en droit, etc. Alors oui, c'était un étudiant en droit, mais est-ce qu'il avait autant de diplômes qu'il le disait? On ne sait pas. Par exemple, il avait dit qu'il était ceinture noire de karaté. On n'a jamais su le prouver. Il avait aussi dit qu'il avait écrit une thèse, mais ça aussi, on n'a jamais retrouvé la moindre chose qui prouve qu'il avait vraiment écrit une thèse. Donc vraiment, le comportement de Mounir était très étrange et d'ailleurs, il va énormément intéresser les psychiatres qui vont se pencher sur son cas pendant l'enquête parce que Mounir est une personne avec une personnalité assez dingue et très mystérieuse. On va se rendre compte pendant l'enquête que Mounir était vraiment ouais c'est ça, fan passionné de toutes les religions. Alors pas d'une seule religion, de toutes les religions et de tous les cultes spirituels. Vraiment, il avait une passion dingue pour tout ça. Par contre, les psychiatres qui vont interroger Mounir sur cette passion vont quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose d'assez malsain derrière. C'est pas une passion comme si on pouvait être fasciné par une chose en particulier. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez malsain. Récapitulons. Mounir est très ami avec Maria, il partage beaucoup de choses, il l'aide énormément. Mounir est très passionné de religion, il en parle beaucoup. Donc on va se dire peut-être que Maria a elle aussi un lien avec la religion et peut-être c'était quelque chose dont ils pouvaient parler ensemble. On va donc un petit peu fouiller dans la vie de Maria et on va se rendre compte qu'elle était quand même assez pratiquante. En fait, elle est à l'église tous les dimanches. Elle a été brésilienne et il faut savoir que au Brésil, il y a beaucoup de cultes où il y a des petits rituels. Alors c'est vrai qu'en Europe, on a aussi des rituels dans la religion catholique, dans le sens où on porte des chapelets, où on porte des croix, enfin voilà, c'est un peu comme des talismans. Au Brésil, c'est des rituels qui ressemblent un peu plus à des rituels de sorcellerie. Et donc, on sait que Maria en pratiquait. Et on pense que ça fascinait quand même pas mal Mounir. Maintenant, on a quelque chose quand même qui les relie pas mal, c'est la religion. Et on va plus ou moins comprendre qui faisaient des petits rituels ensemble. D'ailleurs, on va se rendre compte que Mounir avait dit à Maria qu'il était amoureux de Christina. Et Maria, qui adorait Mounir, voulait qu'il devienne son gendre. Or, Christina était déjà mariée à l'époque, elle avait un gendre, enfin Maria avait déjà son gendre, et petit à petit elle s'est dit, il faut juste que je me débarrasse de ce gendre-là pour que Mounir devienne mon beau-fils. Là, Maria va commencer à entamer des rituels pour essayer de faire partir ce gendre de sa vie. Elle va faire du vaudou, elle va avoir une petite poupée vaudou qui va correspondre au mari de Christina et elle va lui mettre voilà, des aiguilles, je ne m'y connais pas très bien en vaudou mais vous pouvez imaginer. Et ça, Mounir va l'apprendre et tous les deux, ils vont faire des rituels de vaudou, de magie, parfois noire, pour essayer d'éloigner le mari de Christina pour laisser une place à Mounir. Donc là maintenant, on va parler du témoignage de Mounir, donc ce qui s'est passé selon Mounir. Donc, il va expliquer que le 14 janvier, il devait justement voir Maria pour pratiquer un de ses rituels. Il va donc expliquer que tous les deux, ils ont pratiqué du vaudou et que au fil des heures, ils ont commencé à boire de l'alcool et l'ambiance est devenue de plus en plus malsaine. Toujours selon Mounir, Maria lui aurait montré ses seins. Et là, il y aurait comme un acte sexuel qui aurait commencé entre Maria et Mounir, sauf que Mounir, à un moment donné, aurait dit je peux pas, et il dira même à la police que à ce moment-là, il avait été dégoûté parce que selon lui, Maria dégageait une forte odeur d'urine. Ça va être à peu près confirmé. Le fait que, en tout cas, que Mounir a essayé d'avoir une relation sexuelle avec Maria, on ne sait pas encore dans quel cadre, mais ça a été confirmé parce qu'on a retrouvé le préservatif. Et donc, toujours selon Mounir, c'est à ce moment-là, donc après qu'ils aient arrêté cet acte sexuel,
que Mounir serait retourné chez lui et que avant de retourner chez lui, Maria lui aurait dit bah écoute, viens demain matin, on déjeunera ensemble. Christina va entendre cette version des faits et elle va être extrêmement choquée. Elle dira que c'est impossible que sa maman ait été d'accord pour cet acte sexuel. Elle explique que ça ressemble pas du tout à sa maman et que si elle réfléchit bien, sa maman, si elle avait été face à quelque chose comme ça, elle se serait battue pour y échapper. D'ailleurs, ce qui pourrait prouver que Maria s'est débattue pour ne pas devoir vivre cet acte sexuel, c'est qu'elle avait une jambe cassée et qu'elle avait plusieurs griffures sur le corps qui montreraient qu'elle a essayé de se débattre en fait. D'ailleurs, maintenant on va revenir sur cette jambe cassée. C'est cette même jambe qui avait été à peu près démembrée, donc Mounir avait essayé de la couper, ça n'avait pas marché. En fait, les psychiatres vont vraiment s'interroger sur ça, ils vont pas vraiment comprendre pourquoi Mounir aurait fait ça. Et là, une théorie va quand même naître dans la tête des experts, dans la tête des enquêteurs. En fait, on va tout simplement se dire que cette jambe, il y avait plus de chair dessus. C'est comme si la chair de la jambe était partie, qu'elle avait disparu. On a cherché un peu partout sur les lieux pour la retrouver, mais on n'a pas retrouvé. Et là, on va penser à un acte de cannibalisme. En fait, le fait qu'il ait écrit sur le corps de la victime Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, que ce soit une phrase qu'on dise avant le sacrifice, avant de manger l'hostie à l'église, l'hostie qui représente le corps du Christ, ça montre quand même pas mal que ce serait très probable qu'il ait voulu manger un peu de la chair de la victime comme pour continuer ce sacrifice, cet acte religieux. Une autre preuve de ça, c'est que sur la cheville de la victime, il a été écrit « Moi, Maria, je me sacrifie pour Dieu ». Donc voilà, là, on retrouve vraiment l'acte religieux, l'acte presque satanique, parce qu'on a la magie noire aussi, le vaudou qui intervient, le fait que Maria, elle aussi, elle était dans cette dynamique de vaudou. Après, ça reste encore très très flou parce que on comprend pas pourquoi l'acte sexuel, on comprend pas pourquoi au final il l'aurait tué, et donc tout ça, vous inquiétez pas, on va le comprendre pendant le procès. Le procès va arriver et dans un premier temps, on va montrer les photos de la scène de crime qui vont vraiment traumatiser tout le monde. Et Mounir, lui, il va les regarder sans avoir trop de mal et il va même s'exprimer en disant j'essaye d'avoir l'air normal mais je pense que je n'y arrive pas. Au procès, on va aussi montrer des notes que Mounir avait prises chez lui dans un cahier et ça va quand même vraiment nous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle hypothèse. En fait, dans ces notes, il expliquait son dégoût pour les femmes. Il expliquait qu'il était dégoûté par les odeurs qu'une femme pouvait dégager, par les menstruations, par les fluides. Bref, il détestait vraiment... en fait, il montrait vraiment son dégoût pour les femmes et il expliquait qu'il les détestait. Donc là, en fait, on va accueillir à la barre plusieurs femmes qui auraient eu des relations avec Mounir et on va apprendre que Mounir n'a jamais eu de relation durable avec une femme et que d'ailleurs, il était assez dégoûté par la sexualité féminine. Et que c'était une personne très solitaire en fait, et toutes ces femmes avec qui il avait eu des relations font toutes dire la même chose, que c'était un homme assez étrange, très solitaire, qui voilà, ne semblait pas vouloir s'attacher à une femme et qui partait très vite. D'ailleurs, on va se rendre compte que Mounir a une vision de la femme vraiment horrible, enfin, ça va venir le confirmer plutôt. On verra qu'il avait écrit que selon lui, il y avait deux catégories de femmes, les salopes et les pures. Donc là, on va trouver un nouveau mobile, ou plutôt un mobile qui va venir s'ajouter au meurtre de Maria. En fait, on se dit que sans doute Mounir a dû se dire que Maria était une femme pure et qu'à un moment donné, il s'est dit qu'en fait, elle ne l'était pas vraiment et que de là, il aurait voulu lui faire payer. On va aussi se rendre compte que Mounir regardait beaucoup de films d'une extrême violence. Alors là, je fais une mini parenthèse pour vous dire que, bon, c'est pas parce que Mounir regardait des films violents qu'il a tué quelqu'un. C'est pas parce qu'on regarde des films d'horreur, etc., qu'on a envie de tuer quelqu'un. C'est pas parce qu'on regarde du true crime qu'on veut tuer quelqu'un non plus. Mais par contre, ça peut être quelque chose qui est venu s'ajouter. C'est juste une petite goutte d'eau parmi tant d'autres. On se rend compte déjà maintenant que Mounir, il y a eu énormément de choses qui l'ont poussé à commettre ce meurtre. C'est pas juste une chose, c'est pas juste la religion, c'est pas juste le fait qu'il aimait pas les femmes ou qu'il avait du mal avec les femmes. C'est pas juste son idée de se dire que Maria n'était pas si pure, c'est pas juste ce film. C'est tout ça réuni. Et encore d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte quand je parle de l'influence du film, c'est juste une chose parmi tant d'autres. Donc maintenant, revenons-en à l'enquête. On va se rendre compte que le 13 janvier, donc veille du meurtre, eh bien, Mounir a loué un film qui s'appelle Henri
Portrait d'un serial killer. C'est un peu un film de série B, mais qui est extrêmement réaliste et qui est basé sur des faits réels. Donc là, une question va venir se poser, c'est est-ce qu'il y a eu de la préméditation ou non? Est-ce que Mounir a pris ce film, a loué ce film pour se donner des idées, pour se motiver, ou est-ce que peut-être il avait juste loué ce film comme ça et que au moment du meurtre, peut-être des choses lui sont revenues de ce film qu'il avait vu la veille. Enfin voilà, la préméditation va vraiment être pas mal questionnée et petit à petit, elle va être confirmée. On va se rendre compte que c'est Mounir qui avait demandé à Maria pour la voir le 14 janvier au soir. Et on va se rendre compte que ce rendez-vous a été fixé par téléphone, mais que Mounir avait pris soin de prendre un téléphone d'une cabine publique pour appeler Maria, alors qu'il avait un téléphone chez lui, mais il avait voulu ne laisser comme aucune trace. Là, ça prouve quand même que dès le début, il avait peut-être des mauvaises pensées. Mais il y a autre chose qui va vraiment venir confirmer la préméditation. En fait, on va se rendre compte que Mounir, en arrivant chez Maria le 14 janvier au soir, il avait pris avec lui des gants latex, des gants noirs et plein de petits outils qui ont servi ensuite au meurtre et à la mutilation de Maria. Aussi, il avait pris un préservatif, donc lui, dans sa tête, il y avait déjà le fait que peut-être il pourrait avoir un acte sexuel avec Maria. Mais là, ça va être vraiment dingue parce que même avec toutes ces preuves, l'acte de préméditation va être réfuté. Et en plus de l'acte de préméditation, l'acte de barbarie va être lui aussi réfuté. Donc là, d'un coup, il va vraiment y avoir un changement d'opinion au tribunal. On va se dire qu'en fait, Mounir n'était pas vraiment conscient de ce qu'il faisait. À ce moment-là, il avait bu de l'alcool et en plus de ça, il avait pris des médicaments pour dormir que en fait Maria lui avait donné sans prescription. Elle lui donnait juste des médicaments pour dormir qui étaient assez forts, mais comme Mounir ne pouvait pas s'en procurer, elle lui en passait. Là, petit à petit, en fait, la faute va revenir sur Maria, ce qui est vraiment dingue. Et là, vous allez sans doute un petit peu comprendre mieux ce qui se passe. En fait, le père de Mounir est un chanteur très connu en Algérie, qui fait tout pour préserver les apparences. La presse algérienne va juste faire des gros titres en disant que Mounir a été victime de racisme, que voilà, il est totalement innocent et qu'il faut le défendre corps et âme. Et donc, directement, en fait, le tribunal, les jurés vont avoir un bon petit coup de pression. Et ensuite, la famille de Mounir va venir témoigner à la barre pour défendre Mounir. D'ailleurs, ça a été le seul moment où Mounir va pleurer. Il va être vraiment ému de voir ses parents. Et ses parents vont le défendre corps et âme, dire que c'est impossible, etc., etc. Donc, grâce à tout ce soutien médiatique, beaucoup de choses vont être inexpliquées et même pas du tout abordées pendant le procès. Par exemple, on va pas du tout dire que le père de Mounir est collectionneur d'armes. On va pas du tout dire que Mounir a une blessure par balle à la main. On ne sait pas d'où elle vient. Mais on ne va pas le dire en tout cas. Et on ne va pas non plus dire que Mounir avait participé à la guerre civile d'Algérie. Donc là on va toucher à la fin du procès. Et là on va dire que Mounir, à cause de l'alcool et des médicaments, n'était pas du tout apte à savoir ce qu'il faisait à ce moment-là. Et donc on va dire qu'il n'est pas totalement responsable du meurtre. Le procès va donc se finir et les jurés vont donner une peine de prison de 20 ans à Mounir. Là, Christina, donc la fille de Maria, la fille de la victime, va être extrêmement triste et extrêmement touchée de cette peine qui lui paraît vraiment... Enfin, ça lui paraît peu. En fait, on va savoir que Mounir va sortir de prison en 2028 et qu'à ce moment-là, il aura seulement 48 ans, donc c'est vraiment pas énorme. Il aura encore toute la vie devant lui à ce moment-là. Et d'ailleurs, il reste quelqu'un de dangereux parce qu'encore aujourd'hui, on sait qu'en prison, il fait beaucoup de dessins assez ésotériques, il parle beaucoup, comme si c'était un peu un meneur de secte. Donc ça prouve que vraiment, il est toujours dangereux, qu'il peut toujours avoir des idées de magie noire, de sacrifice en tête. Et ça fait vraiment peur à Christina. Et ça fait vraiment peur à tous ceux qui sont au courant d'à quel point Mounir peut être une personne dangereuse. En fait, beaucoup d'experts ont peur du moment où Mounir va être libéré parce que c'est une personne extrêmement dangereuse. Voilà, c'est ici que je termine cette vidéo. Elle était vraiment longue. Je trouve que c'est une histoire longue mais passionnante. Très peu connue, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi cette histoire est aussi peu connue. Je la trouve juste dingue, surtout que c'est rare quand même quand on a une histoire française aussi macabre. Souvent, ce genre d'histoire, on les trouve dans des histoires américaines, des affaires américaines. Mais là, que ce soit arrivé en France comme ça, c'est très proche, c'est très proche de moi. Ça me fait vraiment froid dans le dos. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!